Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les cartes de la classe survivant de la boîte Le Festin de Hemlock Vale. On en est à la 6e et avant-dernière vidéo sur cette classe. Voilà, on va voir 3 cartes, toutes les 3 de niveau 2. La première, technique de survie. Et je me rends compte qu'il faut que je révise rapidement mes onglets. Voilà, donc technique de survie, soutien de niveau 2 qui coûte 2, trait, talent et science. Action rapide, choisissez une carte que vous possédez attachée à votre lieu et inclinez technique de survie, ajoutez cette carte à votre main. Action rapide, lors d'un test de compétence déclenché par un texte de votre lieu ou sur une traîtrise attachée à votre lieu, inclinez technique de survie, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. Alors, salle trait science, donc je renvoie à Kate Bishop, j'ai pas vérifié si elle peut la mettre, mais je crois. Bon, ça c'est assez secondaire. Enfin je veux dire, c'est un cas particulier. Tiens, je suis en train de capter sur l'image, il y a un chien, donc je pense que c'est Ashcan Pete. Bref, cette carte-là a 2 grands effets. La première action rapide, c'est vous avez attaché une carte à votre lieu, vous la reprenez en main. Deuxième effet, il y a un test imprimé sur le lieu, ou imprimé... il y a un test qui est causé par le lieu ou par une traîtrise attachée au lieu, vous avez plus 2. Alors on va commencer par parler du deuxième. Attendez, je suis en train de bugger. Ah, j'ai pas mis les choses dans un ordre logique. Bon, ça c'est... Donc d'abord, les traîtrises qui s'attachent au lieu. Il y en a un certain nombre. J'en ai sélectionné quelques-unes. Le classique porte verrouillée. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché et il faut effectuer un test de force de difficulté 4 ou d'agilité de difficulté 4 pour défausser porte verrouillée et pouvoir de nouveau enquêter dans le lieu. Et bien là vous avez un plus 2 pour cette action. Barrière mystique, vous voulez sortir du lieu attaché, faut réussir un test de volonté de difficulté 4. Vous avez un plus 2, si vous réussissez, vous le défaussez. Voilà. Clocher de Carcosa, il faut faire une enquête. Donc je vérifie quand même une compétence déclenchée par un texte ou sur une traîtrise. Donc là, le test correspond à l'action imprimée, donc ça marche. Vous enquêtez avec plus 2. Si vous réussissez, vous retirez une fatalité du lieu. Et puis sinon, il y a... il doit y en avoir d'autres, mais j'ai noté cela. Donc ça, c'est un aspect de technique de survie. Ça vous aide à ça vous aide à réussir les tests causés par les lieux, les traîtrises attachées sur les lieux. Alors je serais incapable de dire comme ça de tête si c'est très fréquent. Donc cet aspect-là, c'est plus probablement quand vous jouez la campagne, quand vous rejouez la campagne, que vous savez que ça va arriver fréquemment. Par exemple, vous savez que, je dis n'importe quoi, mais c'est une campagne où 2 scénarios sur 3, il y a pas brouillard couvrant, il y a porte verrouillée, et vous incluez ça. L'autre aspect, c'est récupérer en main une carte qu'on a attachée à un lieu. Alors pour ça, donc déjà des cartes attachables au lieu, il y en a quelques-unes. Dans 1, 2, 3, 4, 5, oui, dans toutes les classes. On peut citer par exemple chez les gardiens enfoncer la porte. Un événement, effectuer un test de force de difficulté 1. En cas de réussite, attachez enfoncer la porte à votre lieu avec une ressource dessus pour chaque point de réussite en tant que piste. Diminuez de 1 la valeur occulte du lieu attaché pour chaque piste sur enfoncer la porte. Bon, c'est pas une carte que je trouve géniale, mais quand vous êtes dans un grand groupe, 3-4 investigateurs, vous faites un test de force, de difficulté 1, c'est raisonnable, vous allez probablement booster le test. Le but c'est que cette action-là,
sur laquelle vous investissez 2 ressources et probablement 1 ou 2 compétences, vous voulez la réussir de 2 ou 3, et si vous réussissez de 2 ou 3, c'est-à-dire que la valeur occulte du lieu est diminuée de 2 ou de 3. Potentiellement vous ramenez la valeur occulte à 0, ce qui veut dire que tout le monde va très bien réussir ses enquêtes dans le lieu concerné. Donc mettons vous jouez à 4, vous arrivez au lieu qui a 3 indices par investigateur, donc c'est un lieu avec 12 indices, et vous dépensez une action pour que ces 12 indices soient très faciles à prendre. Mais enfoncez la porte, une fois que ça a été attaché à un lieu, ça reste sur ce lieu. Avec technique de survie, vous pouvez vous dire je le joue sur un premier lieu, puis je le récupère, puis je le rejoue, puis je le récupère, et donc vous allez à plusieurs reprises dans la partie baisser la difficulté d'enquête. Donc peut-être mettons dans un trio, il y a un combattant, il y a un enquêteur, et ce troisième investigateur qui a accès à technique de survie et à enfoncer la porte, eh bien il va jouer enfoncer la porte pour diminuer la difficulté, soit pour que l'enquêteur soit plus efficace, soit pour que lui-même, qui est un petit peu polyvalent, devienne efficace en enquête dans ce lieu, puis dès que le lieu est vide, on reprend enfoncer la porte en main, en action rapide, lieu suivant, on essaie de le rejouer, et potentiellement on va essayer de jouer enfoncer la porte dans chaque lieu du scénario successivement. Ce qui veut dire qu'il faudra quand même prévoir les ressources. Autre exemple, barricade de niveau 3. Barricade de niveau 3, on l'attache à un lieu, les ennemis non élites ne peuvent pas se déplacer vers le lieu et ne peuvent pas y être générés. Tout ennemi non élite qui devrait y être généré est généré dans un lieu connexe à la place, mais dès qu'un investigateur quitte le lieu attaché, on défausse la barricade. Moi, assez régulièrement, je pense, je parle de deck barricade, et pardon, je suis en train de bugger. Oui, donc je dis que j'aime beaucoup le principe du deck barricade en trio. En général, je le fais avec Mintifan. Donc, Mintifan est dans un lieu protégé par sa barricade et elle va enquêter à distance. Le polyvalent révèle les lieux et fait les enquêtes faciles. Le combattant va combattre les ennemis les plus difficiles. Éventuellement, il aide un petit peu à combattre le polyvalent. Avec la barricade, en générant les ennemis non élites dans un lieu connexe, on peut potentiellement les coincer. Vu qu'ils peuvent pas entrer dans le lieu de la barricade, potentiellement on peut les générer dans un genre de cul-de-sac, dont ils ne peuvent plus sortir. Mais il est possible que l'enquêteur qui utilise la barricade, à un moment donné, il dise maintenant, ça m'arrange d'aller dans un autre lieu. Soit parce qu'il a une carte du style découvrez les indices dans votre lieu et dans les lieux connexes, et il a vidé son lieu et les lieux connexes, donc il faut qu'il se déplace. Soit parce que dans le scénario, à certains moments, il faut être dans un lieu bien spécifique. En temps normal, l'investigateur dirait « je sors du lieu, donc je défausse ma barricade ». Et bien là, si l'investigateur peut prendre technique de survie, concrètement, c'est-à-dire que cet investigateur, c'est Mintifan, et bien Mintifan, elle va dire « action rapide, je récupère ma barricade en main, je me déplace, et quand je suis dans le nouveau lieu qui me convient, je réinstalle ma barricade ». Et donc, ça a aussi l'avantage que on se dit pas « oh, j'ai ma barricade en main, faut que je la garde pour le moment où j'ai le lieu idéal ». Non, là vous pouvez vous dire « j'ai technique de survie, donc barricade je la joue dès que je peux ». Ça m'offre la protection, ça permet au combattant de s'éloigner, vu qu'il a plus à protéger Mintifan. Et Mintifan, elle joue immédiatement sa barricade, elle se met immédiatement dans son style de enquête à distance, et dès qu'elle doit changer de lieu, elle change de lieu sans perdre son exemplaire de barricade. Raccourci de niveau 2, je l'utilise assez peu, mais donc cette version-là, on l'attache à un lieu, et le lieu gagne action rapide, inclinée, raccourci, se déplacer vers un lieu connexe,
n'importe quel investigateur dans ce lieu peut déclencher cette capacité. Donc le raccourci de niveau 2, on l'installe dans un lieu par lequel on va vouloir rapidement, à de nombreuses reprises passées. Voilà, mettons il y a 3 lieux, ABC, on le met dans le lieu B, et donc un investigateur va du lieu A au lieu B, puis dans le lieu B il utilise raccourci pour aller dans le lieu C, il s'est économisé une action de déplacement, et puis round suivant, il va du lieu C au lieu B, puis il utilise le raccourci pour aller dans le lieu A. Comme ça, dans un scénario où il faut faire des allers-retours, par exemple le musée Miskatonic, voilà, on est dans, je crois que c'est dans le hall. Dans le hall, on dépense les indices pour mettre une salle d'exposition en jeu, puis il faut aller dans la salle, enquêter pour prendre des indices, puis revenir dans le hall, etc. etc. Plein de déplacements. Et si vous jouez raccourci dans le hall, ça vous fait gagner une action à chaque round, mais potentiellement, alors c'est pas dans le cas du scénario du musée, mais dans d'autres scénarios, vous allez pendant la première moitié du scénario faire la navette entre les lieux A, B et C, et ensuite vous allez faire la navette entre les lieux D, E et F, et donc vous voudrez replacer le raccourci. La carte l'heure. Alors l'heure... Bon, je vais accélérer un peu. L'heure, ça fait se déplacer les ennemis vers un lieu. Lors de la phase des ennemis, chaque ennemi qui se déplace doit se déplacer vers le lieu attaché par le chemin le plus court au lieu de l'endroit où il devrait normalement aller. Forcer, tant qu'il est attaché à la fin du round, défausser l'heure. Donc le leurre, pendant une phase des ennemis, ça fait aller les ennemis vers un endroit spécifique. Fin du round, on le défausse, mais avant la fin du round, y a des fenêtres d'action rapide, on va en utiliser une pour récupérer le leurre en main, pour pouvoir le placer ailleurs. Alors là, ça va être assez technique, parce que pour retirer le leurre, il faut être dans le lieu. Donc on va mettre le leurre dans un lieu pour que les ennemis aillent vers ce lieu, mais probablement on veut pas que les ennemis arrivent dans le lieu, pour pas qu'ils tombent, pour pas qu'ils engagent l'investigateur qui utilise technique de survie. Avant la fin du round, cet investigateur récupère l'heure. Round suivant, il se déplace, il repose le leurre. Et donc, on va avoir un investigateur dont le rôle va être temporairement d'attirer les ennemis quelque part pour que les autres investigateurs ne soient plus gênés par les ennemis et idéalement pour regrouper tous les ennemis dans un lieu et ensuite y envoyer une explosion de dynamite. On a aussi le piège rudimentaire, on l'attache à un lieu, les ennemis dans le lieu perdent 1 de combat et 1 d'évasion, c'est une carte personnalisable, voilà. Pour rappel, quand j'avais fait la vidéo sur le piège rudimentaire, vous pouvez faire pause, ou retourner, si j'oublie pas je mettrai un lien, retourner à cette vidéo là. Voilà les effets du piège, ça va être par exemple voilà les combinaisons, voilà, donc le piège, normalement à chaque tour on lui retire un marqueur qu'il y a dessus, quand il a plus de marqueur on le défausse, et on a un effet, c'est vénéneux, quand vous retirez un ou plusieurs marqueurs, infligez un dégât à un ennemi dans le lieu attaché. Et il y a de la possibilité d'en augmenter le nombre de marqueurs, donc minuteur plus vénéneux, ça fait qu'il a 3 marqueurs. À la fin du round, donc vous le jouez, il se déclenche quand déjà à la fin du round? Quand vous retirez, ouais. Donc vous le jouez dans un lieu, un ennemi entre dans le lieu, avec vénéneux à la fin du round il se prend un dégât, round suivant à la fin du round il se prend un dégât, round suivant avant la fin du round où le piège serait défaussé, on le récupère en main pour pouvoir le rejouer plus tard, et un exemplaire du piège va par exemple permettre, 5, 6, 10 activations de vénéneux, et donc 5, 6, 10 dégâts infligés à des ennemis. Voilà. En mystique, on a l'ouverture de portail. Ouverture de portail, on l'attache à un lieu. Il peut y avoir un total de 3 ouvertures de portail en jeu.
tous les lieux auxquels sont attachés des copies d'ouverture de portail sont considérés comme connexes. Donc là l'idée c'est un peu comme ce que je disais pour raccourci, en début de scénario, vous voulez rendre connexes les lieux A, B et C. Et puis, alors l'exécution va peut-être être difficile, mais à un moment donné, par exemple, si vous êtes dans un scénario dans lequel vous savez qu'à la fin du scénario, il faudra retourner au point de départ. Début de partie, vous mettez une ouverture de portail dans le point de départ. Plus tard, vous mettez une ouverture de portail dans un lieu B, plus tard dans un lieu C, et à un moment donné, vous devez aller dans un autre lieu, donc vous retirez l'ouverture de portail du lieu C, vous allez dans le lieu D, vous la rejouez, les autres investigateurs vous rejoignent, vous faites tout ce qu'il y a à faire dans le lieu D, je sais pas, retirer les indices, vaincre l'ennemi, etc., etc. Et ensuite, vous remettez, comme il y a l'ouverture de portail dans ce lieu D, pour chaque investigateur, c'est seulement une action pour aller de D à A. Alors que si l'ouverture de portail était restée dans le lieu C, il aurait fallu pour chacun une action pour aller de D à C, puis une action pour aller de C à A. Donc vous économisez des actions de déplacement. Et enfin, très important à mentionner, HCAN Pit parallèle. Alors, j'ai fait une vidéo sur lui, pareil, lien si j'y pense. Donc lui, son truc, c'est réaction quand une de vos cartes attachées à une carte scénario, et les cartes lieux sont des cartes scénario, devrait être défaussée, ajoutez-la à votre main à la place, limite d'une fois par round. Signe des anciens, +1, choisissez une de vos cartes attachées à une carte scénario, vous avez le droit de renvoyer cette carte dans votre main. Il a accès aux cartes survivantes jusqu'au niveau 3, aux cartes improvisées tactiques jusqu'au niveau 4 et à 5 cartes gardiens de niveau 0. Et donc HCAN Pit, sa spécialité c'est d'attacher des cartes. Et d'en récupérer certaines à la fin de leur utilisation. Donc comme vous faites un deck plein de cartes à attacher, il y a probablement plein de cartes que, vous les avez attachées à un lieu pour une bonne raison, maintenant ce n'est plus utile dans ce lieu, vous récupérez pour remettre plus tard. Et au même endroit ou ailleurs. Et j'avais fait une liste de decks, voilà. Alors j'ai mis à terminer. Bon, maintenant je sais comment je peux l'améliorer en rajoutant technique de survie. Donc voilà, ça c'est un deck HCAN Pit. Alors il y a une petite erreur, il n'a pas accès à Duke et en proie à des cauchemars dans son deck, mais à la guitare et les temps sont durs. Mais bref, voilà, dans ce deck, tu ne m'auras pas deux fois, bon ça s'attache à une traîtrise, barricade ça s'attache à un lieu, donc ça fait 2 cartes, embuscade ça s'attache à un lieu, donc barricade j'en ai parlé, embuscade c'est vous l'attachez à un lieu, avec l'idée que si un ennemi est généré dans ce lieu, 2 dégâts sur l'ennemi, ce qui peut le vaincre, ou en tout cas le blesser. Si vous vous rendez compte que vous devez partir du lieu, et que vous n'avez pas eu l'utilité d'embuscade, elle va être défaussée toute seule, donc tant qu'à faire, vous la remontez en main pour la rejouer dans le prochain lieu dans lequel vous allez un petit peu camper. L'heure, ça s'attache à un lieu, on en a parlé. Piège à coller, ça rappelle un petit peu l'heure, vous l'attachez à un lieu. Dès qu'un ennemi entre dans le lieu, vous l'inclinez. Alors ça par contre, s'attache à un lieu, et ça va entre guillemets piéger les ennemis qui entrent dans ce lieu. Si vous vous rendez compte que vous ne voulez plus les piéger là, vous le récupérez en main. Piège rudimentaire, on en a parlé. Sous surveillance, pareil, c'est un peu comme embuscade, vous l'attachez à un lieu, vous voulez je suis en train de faire une demi-heure sur la première carte, oh là là, désolé. Vous voulez qu'un ennemi entre dans le lieu pour lui échapper automatiquement et trouve un indice dans ce lieu. Si vous avez déjà tous les indices du lieu, vous récupérez sous surveillance en main pour le rejouer plus loin. Voilà. On va s'arrêter là parce que j'ai largement
assez parlé de cette carte. Deuxième carte, dans la boîte La Conspiration d'Innsmouth, on avait l'événement Garder la foi. Niveau 0, il coûte 2, trait, chance et béni, rapide, pardon pour le coup dans le filtre, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide, ajouter 4 pions bénis à la réserve du chaos. Et dans cette boîte, on a la version de niveau 2, qui gagne un icône de volonté, et, je vérifie, et qui coûte 2 ressources de moins. Alors, je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes vidéos, au début du jeu, enfin, ils l'ont fait pour quelques cartes, la conversion, si ta carte tu la paies 1 XP, son coût est diminué de 1. Donc voilà. Voilà, Garder la foi, niveau 0 pour 2 ressources, ou niveau 2 pour 0 ressources. Alors, les pions bénis, on en a... Enfin, comment dire, c'est une des mécaniques des cycles d'Innsmouth et de Hemlock Vale. Mettre des pions bénis, c'est un truc de gardien et de survivant. Niveau 0, l'autre événement pour mettre les pions bénis, c'est tenter le sort. Ça coûte 0, c'est rapide, on le joue également lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide. On met 3 pions maudits à la réserve du chaos, ensuite 3 pions bénis à la réserve du chaos, et on pioche une carte. Donc on met des pions bénis, mais aussi des pions maudits. Comme autre source de pions bénis, on a le Saint-Rosaire. Réaction, après que vous avez réussi un test de volonté d'une carte traîtrise, inclinez le Saint-Rosaire, ajoutez 2 pions bénis à la réserve du chaos. Livre des psaumes, une action, on dépense un secret, on soigne une horreur d'un investigateur et on met 2 pions bénis à la réserve du chaos. Guider la foi dans cette boîte, c'est de l'enquête à la volonté. Avant de révéler les pions, on peut mettre 2 pions bénis, et si on révèle un pion béni ou signe des anciens, on découvre un indice supplémentaire dans le lieu. Bon, il y a aussi chasse vertueuse, etc. Mais le point important, c'est que Garder la foi de niveau 0, c'était la carte la plus simple, la plus efficace, la plus fiable pour mettre des pions bénis dans la réserve du chaos. Voilà, c'était... Je fais un deck survivant qui joue avec les pions bénis. J'ai envie de dire, Garder la foi, c'était ma meilleure carte pour mettre les pions bénis. Et pourquoi je mets tous ces pions bénis là, notamment moi je faisais des decks Bénédiction d'Isis, je veux révéler 2 pions bénis dans le même test, je traite le deuxième pion béni comme un signe des anciens, je remets les 2 pions bénis dans le sac du chaos. Voilà. Donc la seule entrave à Garder la foi, c'est que ça coûte 2. Les survivants ont de la récursion, par exemple avec Dégourdi, avec Grappiller les provisions, ou William Yorick avec son signe des anciens, activé par Bénédiction d'Isis, dans mon style de deck. Voilà, signe des anciens. En cas de réussite, renvoyez une carte de votre pile de défausse dans votre main. Donc, je fais un deck de survivants dans une logique de deck béni pour alimenter Bénédiction d'Isis en pion béni. Ce que je veux, c'est jouer Garder la foi, puis le récupérer en main, puis le rejouer, le récupérer en main, le rejouer. Problème, ça me coûte 2 ressources à chaque fois. Et là, j'ai la solution, ça me coûte plus que 0 ressources. William Yorick, chaque fois qu'il a son signe des anciens, il peut récupérer Garder la foi en main, et il n'a pas à se poser de question de comment financer la carte, elle coûte 0. Et le fait que ça coûte 0, ça fait qu'éventuellement on peut faire un deck survivant, béni, cacher son jeu. Voilà. Comment dire ? Avec Garder la foi de niveau 0, il y avait un conflit avec cacher son jeu, parce qu'il fallait regagner de ressources pour jouer l'événement. Niveau 0, non, vous ne regagnez pas de ressources, et vous jouez gratuitement l'événement. Voilà. Troisième carte. Guidé par la Providence, une compétence de niveau 2, un icône de volonté, un icône de force, un icône libre. Trait inné et béni. Si ce test de compétence est réussi, ajoutez un pion béni à la réserve du chaos pour chaque dégât ou horreur sur vous, en choisissant les moins nombreux. Alors il y a une longue critique,
qui commence par littéralement injouable. Bon. Et je crois que quelqu'un a mis plus bas, dans mon groupe, notre règle maison, c'est que cette carte vaut 0 XP. On verra si ça sera comme ça dans la prochaine liste des tabous. En tout cas, comme je le disais juste avant, cycle d'Innsmouth et ce cycle-là, ce sont les deux cycles avec des pions bénis. On a quelques compétences qui jouent avec les pions, bénis ou maudits, notamment il y a purifié chez les gardiens. Inné et béni, un max attribué par test de compétence, pas d'icône, vous avez le droit d'attribuer purifié à n'importe quel type de test. En cas de réussite à ce test, pour chaque point de réussite, jusqu'à un maximum de 5, ajoutez un pion béni ou retirez un pion maudit de la réserve du chaos. Donc purifier jusqu'à 5 pions bénis d'un coup, ou le retrait de pions maudits si vous mêlez béni et maudit. Dans le cycle d'Innsmouth, on avait Signum Crucis, niveau 2 mais en version tabou, ça coûte 0 XP. Attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez et uniquement si la difficulté de ce test est supérieure à votre valeur de compétence de base. Après que vous avez attribué Signum Crucis à un test de compétence, ajoutez X pions bénis à la réserve du chaos, X étant la différence entre la difficulté de ce test et votre valeur de compétence de base. Donc là on choisit un test qui est dur, plus dur que dont la difficulté est supérieure à la valeur de base. Potentiellement on augmente encore la difficulté de ce test avec partir perdant. Voilà, et ensuite donc ça va permettre de mettre plein de pions bénis. Mettons que vous jouez Silas Marsh. Il est dans un lieu qui a une valeur occulte de 4, lui il n'a que 2 d'intelligence, il fait une enquête, il dit avec partir perdant j'augmente la difficulté de 2, il a une valeur de compétence de base de 2, la difficulté du test est de 6, il met 4 pions bénis dans le sac du chaos. Tant qu'à faire, il attribue aussi à ce test garder la foi. Alors attendez, je confonds toujours. Pardon, garder courage. Et s'il échoue au test, avec son autre compétence, il pioche 2 cartes et il gagne 2 ressources. Voilà. Et donc ces compétences qui mettent plein de pions bénis dans le sac du chaos, avec Antique Traité, dès qu'on révèle un pion béni, on incline Antique Traité, on dit stop, je ne révèle pas d'autres pions, je résous un modificateur de plus 2 et j'ai réussi mon test. Pourquoi j'ai mis le totem macabre ici? Je ne me souviens plus. Ah oui, voilà, je crois que c'est ça. Donc guidé par la providence, on l'attribue à un test, ça donne un +1, voire un +2. On peut utiliser le totem macabre pour rajouter encore un icône. Si on rate le test, on récupère la compétence en main. Et donc on la récupère en main jusqu'à ce qu'elle s'active et qu'on mette des pions bénis. Mais les pions bénis, on en met autant que de dégâts ou d'horreur sur soi en choisissant les moins nombreux. Ça c'est un truc clairement pour Kelvin Wright. Kelvin, j'en parlais il y a quelques vidéos, il veut avoir des dégâts et ou des horreurs sur lui pour booster ses stats. Et je pense que quand on arrive vers la fin du scénario, ou même dès le début du scénario en fin de campagne, il aura probablement 4 dégâts et 4 horreurs sur lui. Donc là on se retrouve avec une compétence qui lui donne un +1 ou +2 et qui, en cas de réussite, lui permet de mettre 4 pions bénis dans le sac du chaos tout en faisant ce qu'il a à faire, du combat ou de l'enquête ou autre. Ok. Dans un deck Silas Marsh, Silas, il attaque avec le harpon, il attribue la compétence, il se retrouve avec +1 du harpon, +2 de la compétence. S'il réussit, il regarde combien il a de dégâts sur lui, il peut en avoir jusqu'à 8. Bon, je déconseille fortement d'en avoir plus de 6. De toute façon, on regarde ce qu'il a le moins entre les dégâts et les horreurs. Donc vu qu'il n'a que 5 de santé mentale, probablement on essaiera de pas dépasser 3 horreurs. Donc voilà, l'attaque est réussie, il va mettre 3 pions bénis dans le sac du chaos, mais il a comme avantage de pouvoir remonter le harpon dans sa main
pour récupérer la compétence dans sa main, pour l'attribuer à une prochaine attaque, et comme ça, si tout se passe bien, à chaque round, vous attaquez en attribuant cette compétence, vous réussissez votre test, et vous mettez 2-3 pions maudits, 3 pions bénis dans le sac du chaos. Et je viens de penser à un truc. Le tarot des survivants de niveau 3. Non, pardon, justement, de niveau 1. Le tarot des survivants de niveau 1, il donne plus 1 point de vie et plus 1 point de santé mentale, donc on peut avoir un dégât et une horreur de plus sur soi. Si l'as passe à 6, il peut monter à 4 horreurs sur lui. Voilà. Et donc, avec cette compétence, mettre 4 pions bénis à chaque test réussi. Alors, Tommy Muldoon, comme son truc, c'est d'avoir des soutiens qui encaissent pour lui, qu'il a 6 de santé mentale, que son signe des anciens permet de faire du déplacement, et qu'il a accès au tarot qui le booste, avec Tommy Muldoon, peut-être qu'il peut monter jusqu'à 5 pions bénis, par test de compétences réussi. Il met plein de pions bénis dans le sac du chaos. Dès qu'il active la bénédiction d'Isis, il refile ses horreurs à un de ses soutiens pour être à l'abri de la défaite aux horreurs. Le truc, c'est qu'il a accès tout simplement à purifier. Voilà. Ah oui, et Tommy, pareil, il a accès au bon moment, au bon endroit, comme ça. Une fois que tous les pions bénis ont été mis dans le sac du chaos, hop, on retire les dégâts et ou les horreurs. William Yorick, qui a un petit peu la même idée, c'est un tank. Il a d'autres cartes pour encaisser. Voilà. Je vais faire le petit bilan récap. Technique de survie, c'est très particulier. 2 utilisations. Soit vous connaissez la campagne et vous dites, je sais que dans cette campagne, il y a plein de tests à faire sur les lieux ou sur des cartes traîtrises attachées à des lieux. Soit vous faites un deck qui va attacher des choses au lieu pour un bénéfice temporaire et qui va ensuite vouloir remonter ses cartes en main pour que le bénéfice temporaire on l'ait sur un lieu plus loin. Notamment comme style de deck Mintifan Barricade et Ashcan Pit Parallèle, comme le deck que j'ai montré. Si j'oublie pas, je mets un lien vers le deck et ou la vidéo. Gardez la foi de niveau 2. Si vous faites un deck de survivants type béni, normalement vous jouez garder la foi, vous améliorez garder la foi au niveau 2. Comme ça, chaque fois que vous jouez la carte, vous économisez 2 ressources. Une icône de plus aussi, par exemple si vous jouez Wendy Adams, que vous avez l'amulette en jeu, vous attribuez garder la foi à un test de, de reste pourrissant, l'événement est dans votre défausse, grâce à amulette, vous le jouez depuis votre défausse, il part sous votre deck, plus tard vous le repiochez, vous le réattribuez un test, vous le rejouez depuis la défausse, et à chaque fois, 2 ressources de moins, c'est une amélioration simple mais très efficace. Et guidé par la providence, surtout pour 2 XP, c'est laborieux. Il suffit de comparer garder la foi de niveau 2. Garder la foi, je joue gratuitement, j'ai 4 pions bénis. Guidé par la providence, c'est je l'attribue à un test, il faut que ce test réussisse, il faut que je sois très blessé, et là, potentiellement, j'arrive à 4 pions bénis. Donc, je pense que ça restera dans la boîte pour le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine, c'est la dernière pour les survivants. Ensuite, on a de mémoire 2 pour les cartes neutres. Attendez, je vérifie, j'ai un petit doute. Ouais, je m'en suis noté 2 pour les cartes neutres avec 3 puis 4, mais peut-être que je rediviserai en 3 puis 2 puis 2. Et ensuite 2 pour les faiblesses. Donc 1, 2, 3, 4, 5, encore 5 ou 6 vidéos. Voilà, allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.